Nous avons un candidat qui, j'espère, aura entendu ta candidature, parce que c'est un candidat, c'est un type des banlieues, je crois, Léonore. Effectivement, notre 5e candidat nous vient de banlieue parisienne, et contrairement aux idées reçues par certains assis dans cette salle, il n'est pas du genre à mettre sa casquette à l'envers, ce n'est pas non plus un fan inconditionnel de Booba, il préfère de loin les mocassins et les chemises à col cassé façon Cyrillus. Son livre de chevet est Picasso pour les nuls, comment cadrer une photo sans arrière-plan rideau. Il aime mêler la politique au droit du travail, ne jure que par la RATP. Il parle en anglais so british, Robert pourra nous le confirmer. Un anglais quasi parfait, interrompu parfois de charmants petits. Quoi? C'est le seul étudiant de M1 qui a osé se jeter dans la fosse et j'espère qu'il me pardonnera son portrait. Merci d'applaudir comme il se doit, Guillaume Duchada. Ce n'est pas par hasard que je porte un costume. Ce n'est pas sans raison que de nombreuses personnes font appel à la chirurgie esthétique. Ce n'est pas par folklore que les juges portent une robe, mais parce qu'on juge, on nous juge sur les apparences. Et pourtant, le proverbe « l'habit ne fait pas le moine » nous appelle à la prudence. Il est toujours intéressant de connaître les origines des proverbes. Comme vous pouvez le supposer, celui-ci remonte au Moyen-Âge. À cette époque, il existait deux juridictions. Une pour les ecclésiastiques, plus clémentes, et une pour les laïcs, bien plus rudes. Comme vous pouvez l'imaginer, les criminels tentaient de se déguiser en clerc pour échapper à de lourdes peines. Donc vous voyez bien, nous sommes très éloignés du monde actuel. Mais avons-nous tort de juger sur les apparences? Non, je ne le pense pas. Aurions-nous tort, nous, les hommes, de choisir celle qui nous accompagnera pour la vie, sur ses qualités pneumatiques? Et vous, les femmes, auriez-vous tort de choisir votre conjoint sur la marque de son porte-clés ou sur celle de sa montre? Non, je ne le pense pas. Vous ne faites qu'obéir à ce qu'il y a de plus profond en vous. Bon, je ne poursuivrai pas plus loin cette analyse sociologique pour éviter d'être poursuivi par la police de la pensée. Pour résumer, lorsque l'enjeu est important, notre bonheur, on juge sur les apparences, donc à nos sens, à quelque chose de tangible. Bon, je vois déjà les belles dames au fond de la salle s'insurger et me dire que le racisme n'en est que son enfant légitime. Non, 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 je ne vais pas rentrer dans cette polémique anthropologique stérile qui fait vivre tant de gens. Des partis politiques, des journalistes, des associations. Non, le racisme n'est qu'une déduction infondée entre le physique et la valeur de la personne. Je suis venu parler à Dauphine, à ceux qui ne se laissent pas corrompre par des théories fumeuses, à ceux qui sont restés fidèles aux vieux préceptes de bon sens, tels que chasser naturel, revient au galop, les chiens ne font pas les chats. Je ne suis pas venu vous faire la morale, prononcer des sentences qui veulent tout dire et ne rien dire. Je ne suis pas venu vous distribuer du prêt-à-penser que vous refuserez, je n'en doute pas. Mais je suis venu vous rendre les honneurs à vous, CCA, qui savez penser par vous-même. Dans ce sens, je vais vous proposer un protocole rigoureux en 3 étapes. La première étape, c'est l'observation des apparences. Puis l'analyse pour aboutir à une conclusion raisonnée. Si vous supprimez la première étape, l'observation des apparences, comment pouvez-vous prétendre juger quelqu'un? D'ailleurs, ne pas juger sur les apparences peut être même dangereux. Je vais vous raconter une histoire que ma grand-mère me racontait les soirs d'hiver au coin de la cheminée. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on sut voir. Sa mère en était folle, sa grand-mère plus encore. Un beau jour, sa mère lui fit un petit chaperon rouge, et qui lui seyait si bien qu'on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait une galette, lui dit « Va voir comment se porte ta grand-mère quand on me dit qu'elle est malade. » Le petit chaperon rouge partit, et quelque temps après arriva chez sa mère grand. Mais en la voyant, l'enfant fut pris d'une sorte de malaise, et ne put s'empêcher de dire « Ma mère grand, que vous avez de grands bras, c'est pour mieux t'embrasser, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grandes jambes, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère grand, que vous avez de grands yeux, c'est pour mieux te voir, mon enfant. Ma mère grand,
que vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et sur ces mots, le méchant loup se jeta sur l'enfant et le mangea. Donc la morale de ce conte est que le chaperon rouge a eu peur de conclure hâtivement sur l'identité de la personne couchée dans le lit de sa grand-mère. Il a payé comptant rubis sur ongle. Mais pourquoi cette méthode si pratique, jugée sur les apparences, appliquée par tous et pour tous, fait-elle polémique? Conceptuellement, juger sur les apparences et déduire des aspects extérieurs la richesse intérieure. Cette méthode dérange, car elle est jugée injuste, absolument pas méritocratique. Et qu'y a-t-il de méritocratique? Vos diplômes? Certainement pas. Ils ne sont que la conjugaison de la reproduction sexuée et de la reproduction sociale, avec un zeste de bonne volonté, je vous l'accorde. Comment voulez-vous juger quelqu'un autrement que sur ses apparences? Sur ce qu'il est vraiment? Mais il est déjà si difficile de se connaître soi-même. Mais me diriez-vous quel est le lien qui lie si intimement notre intériorité à notre extériorité? Notre apparence, puis son essence dans notre être, et qui réciproquement le nourrit. L'apparence et l'extériorisation de notre personnalité, elle nous donne une incarnation. Elle permet le maquillage va permettre d'extérioriser la féminité, tout comme le bracelet de force, la virilité. Mais l'apparence qu'on reflète influe sur la perception qu'on a de soi, mais aussi sur celle des autres. Ainsi, sous la conjugaison de ces deux perceptions, notre personnalité va se transformer pour se conformer à notre apparence, ou bien notre personnalité va réagir pour transformer notre apparence. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, Nabila ira vous expliquer. Prenons un autre exemple. Lorsque nous allons devenir auditeurs, nous allons acquérir de nouvelles compétences, de la rigueur, apprendre à travailler en équipe, bref, tout ce que vous avez répété des dizaines de fois durant vos entretiens. Bref, on va se transformer. Sociologiquement, cela va nous bouleverser. Notre entourage ne nous percevra plus comme l'étudiant cool toujours en retard, mais comme l'auditeur rigoureux en costume cravate. On travaillera avec d'autres auditeurs. Le regard d'autrui changera. Notre regard sur nous-mêmes changera également. Nous aurons le sentiment d'appartenir au groupe des auditeurs. Cette nouvelle fonction nous aura bouleversés pour nous conformer à celle-ci. Ainsi, la fonction fait l'homme, de la même manière que les hommes politiques font les menteurs de par et pour leur fonction. Les apparences ne sont que le reflet de la personnalité. Les apparences ne sont pas trompeuses. Si vous méjugez quelqu'un sur votre manque de rigueur qui est en cause et non pas lui, errare humanum est, persévere diabolicum. C'est un travers bien humain déjà décrit il y a 2000 ans de voir la paille dans l'œil de son frère et de ne pas voir la poutre dans le sien. Ce qui nous gêne vraiment, c'est d'être catalogués. Alors, que les apparences soient belles car on ne juge que par elles, alors ne soyons pas des tartuffes. Écoute, merci Guillaume.